Ça marche. Tout le monde m'entend correctement? Ok, parfait. Avant de commencer, je vais prendre une petite photo. C'est pour envoyer ça à mes collègues. Montrer que je ne suis pas en train de chômer, hein, je suis bien avec vous. Alors, je vais vous demander de lever les bras. Ça va être compliqué, il va falloir que tout le monde soit synchronisé. À 3. Et puis, comme ça, je vais pouvoir prendre la photo. Donc, 1, 2, 3. Yes, merci beaucoup. Tac. Super. Eh bien, merci tout le monde, merci à Tourentech de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, sans mauvais jeu de mots, puisque je vais vous expliquer comment nous transformons les Restos du Cœur en cloud provider. Alors, il y a peut-être des gens qui ont déjà vu le premier talk que j'avais donné sur le sujet. Qui a déjà vu soit le replay ou l'a vu en vrai? Ok, il y a un peu de monde quand même. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai transformé le comment nous transformé en comment nous transformons, parce que vous imaginez bien que c'est pas terminé. Et justement, on va voir ça aujourd'hui, tous ensemble. Alors, premier petit disclaimer, je suis désolé pour ceux qui l'apprennent, on n'a pas transformé Restos du Cœur en cloud provider. On fait toujours la distribution de denrées alimentaires, principalement. Le deuxième disclaimer, désolé pour le franglais, oui, baguette, hein, comme certains diront. J'en fais pas mal, donc je suis désolé. Et le troisième disclaimer, au resto, on aime beaucoup les acronymes. Donc si vous voyez RDC, c'est pas pour République démocratique du Congo au rez-de-chaussée, hein, c'est Restos du Cœur. Donc soyez pas étonnés. Donc voilà, je vais faire un petit 36-15 ma vie, même si j'ai jamais connu le Minitel. Il y a beaucoup de vieux quand même ici. Hein. Donc j'ai 26 ans d'uptime, ce qui a fait que je n'ai jamais connu le Minitel. Je suis ingé réseau chez Deezer, et aussi SRE. Je suis donc auteur chez Linux Pratique, donc un magazine technique. Je suis responsable infra en tant que bénévole au Resto du Cœur et le fondateur du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je suis un Tourangeau perdu en Beauce. Donc c'est-à-dire que je suis originaire d'ici, mais j'habite sur Chartres maintenant. Quelle idée. Ne faites pas ça, hein, vraiment. S'il y a bien un rec, ça fait remonter, c'est celui-là. Et puis vraiment, pour rester dans le 36-15 ma vie, comme j'ai des journées qui ne sont pas suffisamment longues, notamment avec l'ami David hier soir, on a mixé pour la soirée des speakers. Et ça m'arrive aussi, avec mon meilleur ami, de mixer dans des festivals plus ou moins gros. Là, en plus, c'est à la maison, hein, puisque c'était à Tours, au Palais des Congrès. Pas au Palais des Congrès, au Parc Expo. Donc voilà. Et la photo d'en bas, c'est la seule vidéo qui existe sur moi, de moi sur Internet où j'ai pas de barbe. Donc, vous tapez, je vous donnerai pas le nom, parce que c'est un peu la honte. Et donc, ça c'était, j'ai terminé mon petit 36-15 ma vie. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire qui est, elle, malheureusement un petit peu moins drôle, puisqu'il y a 39 ans. Ah, le son ne fonctionne pas. Bon, ça tombe bien parce que je l'ai écrit à l'écran. Je vais le couper parce qu'on ne sait jamais. Ah voilà. Je fais un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Donc ça, c'est l'appel de Coluche. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, je suis désolé parce que le son n'est pas très fort et pas retransmis dans les enceintes. Mais ça, c'est l'appel de Coluche en 85 sur Europe 1, où il a en fait lancé cette initiative qui s'appelle les Restos du Cœur. Bon, j'imagine que tout le monde connaît les Restos du Cœur ici. Hein. Parfait. Mais pour parler des restos, quand même, pour parler des restos, il n'y a pas meilleure manière que de parler de chiffres, malheureusement. Puisque les Restos du Cœur, sur la période de 2023-2024, c'est 163 millions de repas qu'on a distribués. Donc c'est énorme. On a 112 associations départementales, c'est-à-dire que dans pratiquement chaque département, vous avez une antenne départementale. Ici, par exemple, c'est l'AD 37, l'antenne départementale du 37. On va avoir 75 000 bénévoles réguliers, donc on voit tous les jours. On a 30 000 bénévoles qui sont occasionnels, ceux-là. Donc ça, c'est les bénévoles nous, on appelle très souvent d'un jour. Par exemple, si vous faites de la collecte lors de notre collecte nationale dans les magasins, ça, c'est des bénévoles d'un jour. Ils viennent souvent aider que pour une journée ou deux.
Et on a environ 35 000 personnes qui utilisent l'informatique au quotidien. Ça représente quand même pas mal de monde. Et on a maintenant 2348 lieux d'accueil, là où l'année dernière on en avait 2333. Donc c'est dire à quel point l'association grossit. Donc les centres de distribution, c'est les centres de distribution. On va aussi retrouver tout ce qu'on appelle les maraudes, donc la distribution aux gens de la rue, ce genre de choses. Les restos, c'est pas que de la nourriture, puisqu'on va avoir aussi de l'inclusion numérique, on va avoir du départ en vacances, on va avoir de la petite enfance, on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'aide aux gens de la rue. Et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment très gros, hein, les restos. C'est pas vraiment que de la distribution alimentaire. Et le fonctionnement global des restos, et après j'irai un peu plus dans la technique, c'est très pyramidal. C'est-à-dire que... Est-ce que ça va s'afficher? Yes. Vous avez en fait tout en bas de l'échelle de ce que tout le monde connaît, donc les centres de distribution, les maraudes. Ensuite, après, vous allez avoir les associations départementales, les délégations régionales, donc ça c'est au niveau des régions, comme sur la carte, c'est tout pareil. Et tout en haut de la pyramide, vous avez l'association nationale. Et il y a un truc à retenir, c'est que tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Les restos, c'est une association qui avait pour but de disparaître. Ça veut dire qu'il n'y a plus de précarité. Bon, il se passe exactement l'effet opposé. Donc voilà, tant qu'on est là, c'est que ça ne va pas. Alors maintenant, je vais refaire un petit 36-15 ma vie, mais au sein des restos cette fois-ci. Moi, je suis arrivé au resto au niveau d'une association départementale. Alors pas celle du 37 parce que je suis parti avant. Et quand je suis arrivé, alors moi c'était en tant que ce qu'on appelle correspondant informatique, donc informaticien quoi globalement, technicien, dépannage de poste on va dire au niveau de l'antenne du 28, donc en Eure-et-Loire. Et le premier constat que j'ai eu à mon arrivée, c'était un peu casse-gueule, hein, on va pas se le cacher. Parce que j'étais tout seul. Donc on a à peu près 500 utilisateurs sur tout le département en tant que bénévole à gérer au quotidien. Et j'étais absolument tout seul. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu faire avec l'historique. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment peut être l'informatique. Enfin, j'imagine que vous avez une petite idée de ce que peut être l'informatique d'une association. Mais globalement, ça se résume à ça. Le PC qui traîne dans un coin. Donc le PC qui traîne dans un coin où, quand même, souci du détail, il y avait un onduleur dessus, au cas où, on ne sait jamais s'il y a une coupure de courant. L'écran bien posé, d'ailleurs, aussi dessus. Donc ça, c'était le serveur de l'antenne du 28. Et ça, le souci, enfin, il y a plein de soucis avec ça. Le premier, c'est est-ce qu'il y a des sauvegardes de ce truc-là? Bon, spoiler alerte, non. Est-ce qu'il y a de la redondance? Bon, là, c'est physique, hein, ça se voit, non. Est-ce qu'il y a quoi qui tourne là-dessus? Quand je suis arrivé, j'avais absolument aucune doc, donc il a fallu un peu aller débroussailler tout ce qui avait pu se faire bien avant moi. Et ça, presque fois 112. Enfin, vous imaginez, dans 112 antennes totalement différentes, chacun a son serveur dans son coin qui traîne avec ses besoins. Bon, en même temps, il y en a où c'est un peu plus gros. Et donc, c'est là où est arrivée la première version je me suis dit, il faudrait quand même un petit peu améliorer tout ça. Alors, la toute première version de l'infrastructure, c'est ce que moi j'ai appelé le DCOVC, parce que si on regarde bien, on a un chiotte derrière et un mitigeur qui pendouille. Oh, pardon, je suis allé trop vite. Et souci du détail, hein, la clim très bien positionnée devant. Mais par contre, on a le réseau qui est redondé, on a les serveurs qui sont... On n'a qu'une machine, enfin on n'a plus du tout une machine, 4 vrais serveurs. Et voilà, c'était la toute première salle serveur des Restos du Cœur. Alors, il y en a d'autres qui se sont dit, bon, ok, pourquoi on n'irait pas directement chez nos amis cloud providers publics? Bon, le souci, c'est que de cette solution, c'est que ça coûte hyper cher. Vous imaginez, si les 112 antennes par rapport à leurs besoins devaient tout déployer sur du cloud, ça coûterait hyper cher. Et donc après, sur cette infrastructure que j'ai mis en place, vous imaginez bien que de passer d'un PC à une vraie baie avec plein de serveurs à l'intérieur, il n'y a pas une appli qui tournait dessus. Il y avait une trentaine d'applis qui tournaient dessus. Et donc la délégation régionale pour Centre Val-de-Loire, vu qu'on est en Centre Val-de-Loire ici, j'ai rejoint la région et ils m'ont dit c'est bien Julien ce que tu as fait au niveau du 28, est-ce que tu ne voudrais pas le proposer pour toute la région? Je fais bon ok. À ce moment-là, on va réfléchir pour avoir un truc un petit peu plus sérieux. Et donc je suis allé à Lille avec un collègue. On allait chercher des serveurs DB parce qu'on avait justement fait un appel aux dons. Et donc ça nous a permis d'avoir ces 2 premières baies, alors bien remplies cette fois-ci, avec notamment, encore une fois, souci du détail, un PC cette fois-ci qui sert de support pour PC portable. Enfin un serveur qui sert de support pour PC portable.
On a des problèmes de riches au resto maintenant. Et ça, tout ça, ça a été rendu possible notamment parce qu'il y en a peut-être qui l'ont vu passer sur Twitter notamment. Bah, je faisais assez régulièrement des appels aux dons pour justement contribuer à ce projet. Bon, c'est perturbant parce que ça n'appuie pas tout de suite. Alors, il y a eu vraiment en fait un moment de délivrance. C'est lorsque l'entreprise dans laquelle je travaille, Deezer, a migré de data center. On a fait pas mal de ménage. On a pu, nous, au resto, récupérer plein de serveurs. Alors au démarrage, il y en a plein qui se sont posé la question, mais pourquoi tu veux récupérer autant de serveurs? Ça sert à rien. Mais moi, j'avais déjà ma petite idée en tête depuis très longtemps. Et donc, on est allé récupérer ces serveurs et on s'est dit, bah, OK, on est capable de les installer, on a ce qu'il faut, en tout cas. Et donc, on a commencé à les installer dans un endroit où, globalement, il n'y a pas grand-chose à part une cathédrale, des champs à perte de vue, et le premier data center des Restos du Cœur, mais le premier vrai data center des Restos du Cœur. Et donc, c'est dans un endroit où, historiquement, on y stocke de la bouffe et en même temps aussi de la donnée maintenant. Donc d'ailleurs, cette photo, c'est une vraie photo de l'entrepôt. C'était pendant la collecte nationale. Donc quand vous donnez dans les magasins, ça finit dans ce genre d'entrepôt. Et donc on a, avec mon petit frère qui a posé en plein milieu, commencé à installer les machines qu'on avait récupérées de chez Deezer, pour pouvoir les utiliser, notamment dans l'infrastructure qu'on allait construire. Et c'est le moment où on a commencé véritablement à construire. Ouais, j'aime beaucoup chercher les gifs comme ça, un peu débile. Donc c'est à partir de là, donc on a vraiment commencé à installer les machines, commencé à les utiliser. Donc notre premier point de présence, donc qui est présent à Chartres, le point de présence historique, il a 99% maintenant de dons puisqu'on s'est fait rembourser la clim. Donc voilà, on a réussi comme ça à avoir un premier point de présence avec pas mal de machines disponibles. On peut très clairement dire qu'on a Stonks. Alors, vous allez me dire, mais OK, mais pourquoi autant de machines? Et surtout, pourquoi ce projet? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire, en fait, Julien? Et faut se dire que j'ai rejoint l'AN, enfin, plus exactement, l'association nationale. Donc, l'association nationale, oui, on aime vraiment beaucoup les acronymes au resto. Donc, l'association nationale, ils ont entendu ce que j'avais fait, notamment sur la région Centre-Val de Loire. Et ils se sont dit, bah, ça serait bien que tu nous rejoignes. Donc c'est vraiment tout le haut de la pyramide. Et l'association nationale s'est dit, bah, ce serait bien que tu nous mettes à disposition tes services, pour d'autres antennes, pour toute la France, parce que nous, actuellement, on n'a absolument aucune idée de ce qui tourne dans chaque antenne départementale. Et donc, il y a aussi un autre problème, c'est globalement, en fait, l'association nationale, lorsque il y avait des failles qui étaient remontées, notamment par des personnes comme vous et moi, qui voyaient des failles sur des systèmes qui appartenaient au resto, souvent ça appartenait à une antenne départementale, et l'association nationale remontait le sujet, et c'était en fait, globalement, mettre un bout de scotch sur une faille béante. Enfin, c'est pas très efficace. Et puis le dernier point, c'est que globalement, s'il fallait héberger tout le monde, dans un point unique, ça coûterait une blinde. Et il y a un truc qui est vraiment important à avoir en tête au resto, c'est qu'un euro dépensé, c'est un repas qu'on ne distribue pas. Et donc on a, après ça, voilà, je suis désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance. on a noté quand même quelques objectifs, notamment le premier, c'est avec toutes ces machines, c'est d'avoir une infrastructure ouverte et accessible à tout le monde, donc c'est-à-dire à la fois l'association nationale, mais aux 112 antennes départementales, qui ont tous des besoins un peu différents en fonction du territoire, d'avoir une infrastructure fiable et de confiance, donc on sait qu'on peut déployer dessus et que la donnée reste au resto, que ça coûte presque rien, alors je dis bien presque, parce qu'il y a forcément quelques coûts qui sont ridicules par rapport à ce que ça offre, et d'être indépendant au maximum. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de partir sur des technologies qui, pour la grande majorité, sont soit détenues, sont pour la grande majorité open source, et qui sont aussi maintenues par des fondations. Et d'avoir aussi une expertise partagée pour le bien commun. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher à rassembler une équipe d'experts,
où ces experts-là, au-delà de construire le cloud des Restos du Cœur, vont être aussi capables de fournir une expertise pour les besoins terrain s'il y a besoin. S'il y a des questions ultra techniques, ben, on va pouvoir comme ça aider les personnes sur le terrain. Et ça, l'expertise resto, ça coûte hyper cher, hein. Enfin, c'est pour ça que c'est hyper important aussi de pouvoir fournir cette expertise pour tout le monde. Si jamais vous êtes intéressé de nous rejoindre, d'ailleurs, il y a une petite faute. Bon. Maintenant, on va parler technique. C'est vraiment perturbant parce qu'il y a un décalage entre... On va parler de technique. Globalement, maintenant, comment on a transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Et pour commencer, pour pouvoir construire son cloud, il faut pouvoir connecter les machines. Et donc, pour y arriver, on a plusieurs réseaux. Donc, on a un réseau d'IDOB, donc c'est ce qui nous permet de prendre la main à distance si jamais on perd le réseau principal. On a un réseau 1G de management et de provisioning. On a un réseau maintenant 100 gigs pour les serveurs directement qui fait tourner le cloud. Historiquement, on était sur du Cisco parce que c'est ce qu'on nous a donné. Maintenant, on n'est plus du tout sur du Cisco, on est plutôt sur du Juniper et une techno un peu bizarre qui est de l'Intel OPA. Et on a une architecture qui est en Leaf-Spine. Alors, qui fait du réseau ici? Ok. Bon, il n'y a vraiment que 2-3 personnes globalement à qui c'est pas du chinois ce que je suis en train de raconter. Je vais passer à la d'après. Mais pour que tout ça puisse fonctionner, en tout cas pour construire une infrastructure, il y a aussi des choses à prendre en compte, notamment avoir des règles. Et la première règle qu'on a, c'est que s'il y a un truc qu'on essaie de combattre, c'est le shadow IT, donc les trucs qui sont installés mais pas référencés. Et donc, pour combattre ça, une des meilleures manières, c'est de faire de l'infrascode. Notamment, depuis très longtemps, on a toujours un peu fait du YAC. Alors, on fait pas tout à fait la même forme de YAC, c'est-à-dire qu'avant, vous avez de l'infra de console, c'est-à-dire on venait en mode de clic-couille et puis on déployait les systèmes. Maintenant, on fait de l'infrascode. Donc l'infrascode, ça a quand même pas mal de gros avantages pour nous parce que ça nous permet de déployer de manière beaucoup plus rapidement. Ça nous permet de rollback aussi très rapidement si on a des soucis directement sur la production et d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité directement dans ce qu'on déploie. Et si vous êtes curieux, j'ai donné d'ailleurs 2 talks, une université et un talk sur des outils qu'on utilise justement au resto, donc Pulumi et OctoDNS, sur le sujet ADVox. La deuxième chose, c'est que on va héberger les données de tout le monde. Donc il faut quand même que ça soit un minimum sécurisé. Et donc la sécurité, celle-là, j'aurais peut-être dû changer le fond. Pardon. Politiquement pas très correct celle-là, je vous l'accorde. La première règle, c'est qu'on ne fait pas de connexion en direct sur les machines. Donc pas de connexion SSH, notamment sur les machines. C'est un truc qu'on sait appliquer pour des questions de sécurité. Et si on a besoin, alors les seuls qui peuvent appliquer directement via SSH, ça va être la CI/CD qui va avoir accès aux machines en SSH. Et si on a besoin d'accéder au serveur, en fait, on passe par un bastion qui s'appelle Teleport, qui est open source. Pour notamment la centralisation des logs, on utilise Wazoo, qui est un logiciel open source qui nous permet de centraliser les logs, d'avoir aussi un retour du benchmark CIS, donc un benchmark de sécurité, savoir si on applique bien les bonnes pratiques de sécurité. Et on a des alertes aussi sur les connexions ouvrées, en heure ouvrée, etc. On fait de l'infrastructure immuable et pas immutable, notamment avec Canonical Mass, donc Metal as a Service et Packer. Donc c'est 2 outils qui sont open source, plus Packer maintenant, mais qu'il était jusqu'il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, tout n'est pas immuable. Donc l'immuabilité, c'est les machines qui globalement ne vont pas changer, qui sont un peu en mode read-only. Mais toutes nos machines ne sont pas en read-only, puisqu'on a des machines avec des données statiques dessus. Et ces machines-là sont aussi déployées avec Mass, Metal as a Service. Et donc ça nous permet comme ça de déployer de manière totalement automatisée notre bare métal, nos serveurs en fait physiquement, très rapidement. Ça nous permet de gérer le cycle de vie en fait comme une VM aussi des serveurs et des enregistrements DNS. L'autre outil qu'on va utiliser, c'est Rudder, donc à la fois pour maintenir une base commune, donc déployer les utilisateurs, s'assurer que s'il y a une personne qui part, elle disparaît aussi du serveur, d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité, et aussi de gérer le patch management.
Donc on a un agent qui est installé sur tous les serveurs qui ne sont pas immuables et on gère comme ça des campagnes de patch management. Donc justement, voilà ce que j'étais en train d'expliquer. Donc la règle numéro 4, c'est on fait du déploiement de configuration au maximum, c'est-à-dire qu'on utilise notamment Ansible avec de la CI/CD, donc GitLab, où on vient en fait directement stocker la configuration de nos serveurs d'Ansible dans notre GitLab et c'est appliqué via la CI/CD. La 5e règle, c'est que tout ce qu'on doit faire, il faut que ça puisse être maintenable, donc on cherche à être le plus simple, à faire des choses le plus simples possible. Et en même temps, on cherche aussi à ce que ça soit un maximum partagé. Donc pour y arriver, on a un premier truc qu'on avait lancé, c'est ce qu'on appelle les share sessions. C'est des sessions de partage de 15 à 30 minutes, où sur un sujet précis d'infrastructure, on explique comment ça fonctionne, enfin l'historique du bout d'infrastructure, comment ça marche, qu'est-ce que je fais quand je suis alerté, et à la toute fin, on réfléchit tous ensemble à comment on pourrait l'améliorer, ou est-ce qu'on ne le dégage pas ce truc-là. Et tout ce qu'on déploie est forcément documenté. C'est une obligation. Si ce n'est pas documenté, ça n'a rien à faire en production. Bon, maintenant que je vous ai mis un peu planté le décor, on va commencer à parler de cloud vraiment. Et pour parler de cloud, je vais parler de ce qui tourne sous cloud. C'est pas magique un cloud. Et notamment, on utilise Kubernetes. Qui utilise Kube ici? Waouh, génial. Eh bien, nous, on utilise Kube pour pouvoir faciliter grandement la mise à l'échelle des éléments de ce qu'on appelle, nous, l'undercloud, donc tous les microservices qui constituent le cloud. Tout ça, on le gère en fait avec Helm. Et on aime beaucoup GitLab, enfin pas GitLab, mais Kubernetes, parce que c'est ce qu'on appelle astreinte friendly. Globalement, si ça tombe, ça fonctionne. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que ça fonctionne. Je peux vous assurer que quand vous êtes bénévole, vous aimez bien les trucs qui marchent, quoi. Et donc pour Kube, on utilisait historiquement KubeSpray, Velero et Argo. Alors on a KubeSpray qui est en train de disparaître au profit de Talos. Et on a par contre toujours Velero et Argo qui sont utilisés notamment pour Argo pour faire la CD. Ce qui nous permet en fait d'avoir du blue-green sur les éléments d'Undercloud. Ce qui tourne sous le capot du cloud, on a comme ça un déploiement en mode blue-green. Donc c'est dur de parler de blue-green avec les Power Rangers qui sont en noir et blanc, mais il faut vraiment se dire qu'ils sont bleus et verts. Et donc là, maintenant, je vais vous parler véritablement du vrai cœur du cloud des Restos du Cœur, qui est OpenStack. Qui s'attendait à ce que je parle d'OpenStack surtout OpenStack en 2025. Enfin, qui fait de l'OpenStack au quotidien? Il y a une personne. Wow. Yes. Bon, on est deux. Et donc pourquoi on est parti sur OpenStack? On a utilisé un algo qui est débile, qui s'appelle l'algo de Feynman, qui entre autres permet qui décrit qu'il faut écrire le problème, pardon, je vais y arriver, réfléchir, écrire la solution. Et cet algo, il est juste idiot, hein, mais l'avantage, c'est que vous prenez le temps de réfléchir à votre besoin. Et alors, nous, on s'était dit, mais ça va être l'enfer, OpenStack, c'est lourd à gérer, etc. Mais en même temps, c'est ce qui répondait le mieux à notre problématique. Parce que notre besoin, il allait bien au-delà de juste une VM. Et donc, alors, il y avait d'autres solutions. Hein. On avait VMware, notamment. On avait dit, bon, OK, on pourrait partir là-dessus. Bon, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité, mais c'est un peu compliqué. On s'était dit, bon, il y a aussi Proxmox qui existe. Bon, il y a plein d'autres solutions, hein, mais nous, on a plutôt tendance à l'appeler Proxmox. On l'utilise, Proxmox, ce truc-là, hein, pour notamment les éléments de ce qu'on appelle l'underlay, ce qui tourne sous le cloud, quoi, globalement. Et donc, OpenStack, on l'a installé la première fois from scratch. Ne faites pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. Déjà parce que c'est horrible à maintenir, notamment pour les montées de version. OpenStack, hein, c'est plein de microservices qui sont écrits en Python. Je ne sais pas si vous avez déjà géré des projets en prod en Python, mais les dépendances Python, c'est un peu l'enfer. Donc non, faites pas ça chez vous. Et puis en plus de ça, ça ne scale pas des masses. Donc si vous avez besoin de mettre à l'échelle les différents éléments qui fait tourner cloud, c'est pas fait pour. Alors c'est là où on s'est dit, de toute façon, autant partir sur une techno qui est justement fait pour faire tourner des microservices. Donc c'est là où on a allié OpenStack et Kubernetes. Et donc vraiment pour resituer un OpenStack, c'est tous ces éléments-là qui fournit du service, des API aux utilisateurs et une interface web aussi. Et donc on a tout qui est découpé. Tout ça, c'est des ensembles de microservices.
Et donc pour les faire tourner, on a, ça c'est l'architecture actuelle des restos, c'est-à-dire qu'on a le control plane OpenStack qui tourne sur des nœuds K8s, des nœuds Kubernetes. On a les nœuds de compute qui ont du Ceph intégré. On a ce qu'on appelle aussi des computes d'overflow, que j'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. On a la partie réseau. Et puis on a le Proxmox avec tous les éléments dont a besoin le cloud pour pouvoir tourner facilement. Et donc, il y a vraiment un truc à garder en tête, c'est vraiment la distinction entre l'overlay et l'underlay. Globalement, l'overlay, c'est ce que les gens voient et VS ce que nous voyons. Autrement dit, en fait, c'est ce que les gens utilisent versus ce que nous maintenons. Voilà ce qu'il faut retenir quand je parle d'overlay, underlay. Et donc, OpenStack, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet notamment d'avoir, pour les antennes départementales, de déployer leurs services sur une plateforme qui est ouverte, avec une interface où ils peuvent déployer les choses dessus. Et à l'antenne nationale, ça leur permet d'avoir des ressources à disposition pour se mettre à l'échelle à moindre coût pour les applicatifs qu'ils fournissent justement pour tout le monde. Et donc c'est là où est arrivé le cloud du cœur. Donc le cloud du cœur, en fait c'est tout bête, hein. Chercher un nom, comment on peut appeler le cloud des restos du cœur. Comme de toute manière, on rajoute cœur à peu près à tout ce qui existe au resto. On a le camion du cœur, vous imaginez bien que ce n'était pas très compliqué. Et c'est une marque maintenant à part entière déposée, parce qu'au même titre que les enfoirés ou que les restos du cœur, c'est une marque qui est déposée. Et donc on a d'ailleurs même un nom de domaine qui s'appelle au cœur du .cloud. Alors pourquoi on a pris ce nom de domaine-là? Parce que si vous regardez bien, ça fait AC DC. C'était juste pour la blague. Donc voilà, ce qui nous permet maintenant d'avoir une présence nationale. Ça notamment, c'est grâce à la conférence que j'ai donnée. Ça a permis notamment à des mécènes et à des entreprises de nous accompagner sur ce projet. Et donc historiquement, on n'avait que la région de Chartres. Donc on avait 3B du coup sur Chartres. Maintenant, on est en train d'ouvrir la région de Paris et la région de Marseille, en plus de Chartres. Et Chartres, à terme, sera juste une région de test. Alors, pour revenir à OpenStack, globalement, l'idée, c'est quand même de fournir du service. Là, par exemple, on avait un besoin, c'était le DNS as a service, parce que chaque antenne peut avoir aussi son nom de domaine qui lui est propre. Par exemple, je pense à l'antenne du 44, c'est restoducoeur44.org, ça tourne là-dessus. Donc voilà, on avait besoin de fournir du DNS as a service. On avait aussi besoin de pouvoir gérer des secrets, et tout ça, les hyperviseurs classiques ne sont pas du tout capables de gérer ce genre de choses et de fournir en tant que service. On avait aussi besoin de fournir du stockage en tant que service, donc ce qui fait que côté overlay, donc ce que les utilisateurs vont voir, on va avoir Swift et Cinder, donc la partie object et puis la partie block storage, et juste en dessous, c'est Ceph. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'OpenStack, c'est juste connecter des API à des vrais bouts d'infrastructure et les rendre en tant que service. Pareil pour la DB, on va avoir Trove, donc côté OpenStack, qui va être fourni aux utilisateurs par le biais de soit un provider Terraform, soit une interface graphique que je vais montrer juste après. Et derrière, en fait, sous le capot, c'est du MariaDB, du Postgre, du Redis, enfin tout ce que vous voulez. Et justement, pour les utilisateurs, comment ça se traduit? Alors là, j'ai pas mis la vraie console, mais l'idée, c'est qu'ils ont la possibilité de choisir la région sur laquelle ils vont déployer. Ils savent que sur Chartres, c'est une région qui a plutôt à vocation de devenir une région de test à terme, donc ils ne mettront pas de prod dessus, mais globalement, ils ont la possibilité comme ça de venir consommer les services par le biais d'une seule et unique interface d'entrée, comme vous le faites chez AWS, chez GCP, chez OVH, etc. On a des questions aussi, on n'a pas beaucoup de place au resto, donc il faut pouvoir avoir un max de puissance dans très peu d'espace. Et donc pour y arriver, historiquement on était plutôt sur des architectures où on séparait l'hyperviseur d'un côté, le stockage de l'autre. Nous on est plutôt à vouloir mettre le stockage, le réseau et l'hyperviseur au même endroit, enfin en tout cas dans les mêmes machines. Ce qui fait qu'on arrive sur ce genre de baie. Alors j'ai pas mis la photo câblée parce que je peux vous assurer que c'est très moche maintenant. Je ne suis pas un roi du câblage. Et donc ça c'est les hyperviseurs qui constituent le cloud des restos du cœur, donc avec le stockage à l'avant, l'hyperviseur directement intégré et le réseau. Et donc ça, ce sont des nœuds cubes aussi. On va retrouver l'hyperviseur OpenStack, le nœud cube, et c'est Rook, donc Rook-Ceph, qui permet d'avoir le stockage aussi directement intégré. On a une gestion qui est assez particulière de l'énergie, parce qu'on a un contrat en fait, globalement, plus je paie, plus je consomme. Enfin, plus je consomme, plus je paie, pardon.
mieux dans ce sens-là. C'est un peu comme chez vous. On a dû réfléchir un petit peu à comment on fait pour couper des machines sans qu'il y ait de casse. Donc il a fallu le faire de manière totalement automatisée. Alors, je ne vais pas trop détailler parce que je n'ai pas non plus un temps monstrueux, mais si vous êtes intéressé, c'est un outil en fait, qu'on a open sourcé qui s'appelle Open Bar Metal, qui est écrit en Rust et que j'ai présenté cette année à l'ESXP, où j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et si jamais un jour, même vous avez envie de faire un lab chez vous, là l'avantage c'est qu'au moins si vous ne voulez pas ne faire tourner des machines en permanence, Open Bar Metal pourra sûrement très grandement vous aider. Et pour que ça puisse fonctionner, Open Bar Metal, c'est pas magique par contre. Ça se connecte à notre outil qui permet de gérer le bar metal, enfin les serveurs physiques, de manière automatisée, donc MAS, le Metal as a Service. Et à côté de ça, notre outil d'observabilité, enfin notre TSDB, qui n'est pas Prometheus, qui est VictorMetrics, que j'ai aussi présenté à Devoxx d'ailleurs. Ça vient récupérer tout un ensemble de métriques pour pouvoir couper des machines s'il y a besoin. Alors on fait du Cubeception aussi. C'est-à-dire qu'on a des équipes au resto qui utilisent du cube et qui ont besoin de cubes à la demande. Et donc pour ça, OpenStack a un module qui s'appelle Magnum. Et Magnum permet globalement, comme tous les cloud providers, si vous êtes sur GCP, vous avez du GKE par exemple, de créer des VM, dans le cloud. Et donc ça permet aux utilisateurs directement dans l'interface de commander un cluster avec tant de workers, tant de masters, etc. Donc globalement, où est-ce que ça se situe? Si je reprends le schéma que j'ai montré tout à l'heure, c'est les hyperviseurs, hein, c'est pas méchant, enfin c'est rien de bien magique. Ça vient vraiment popper des VM avec le cube directement intégré dedans. On cherche à fournir globalement du service rapidement et fiablement. Et pour y arriver, on surveille et on observe tout ce qu'on fait. Donc on s'applique aussi encore une fois quelques règles. Donc tout ce qui est déployé doit être observé obligatoirement. Les alertes doivent être configurées aussi obligatoirement. Alors c'est du code nos alertes, hein, puisque c'est comme pour Prometheus. S'il y en a qui font du prom, c'est de l'alert manager derrière le format. Et les alertes doivent avoir en relation la documentation, ce qu'on appelle nous le runbook. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui tombe, il faut que je puisse aller directement sur l'alerte, cliquer sur le runbook et savoir comment résoudre la problématique. Et avoir aussi les graphiques pour vous comprendre un petit peu ce qui s'est passé, enfin les graphiques et les logs directement dans Grafana notamment. Et donc en bas, je vous ai mis la capture de sonde de température au niveau de l'antenne, où en entrée, il commençait à faire un peu chaud. Et donc on a reçu une alerte, où on voit dans l'alerte le runbook, donc la documentation pour pouvoir agir, et le lien vers le dashboard. L'autre chose aussi, pour avoir une infrastructure où on peut se fournir du service rapidement et fiablement, c'est une source de vérité. La source de vérité, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais globalement, nous, historiquement, c'est là où on va stocker toutes les informations, notamment le DNS, les IP, les machines qu'on va déployer, côté infrastructure, je veux dire. Et donc nous, historiquement, comment ça se passait? La première version, c'était, comme beaucoup, un spreadsheet donc sur Google. C'était pas forcément la meilleure des idées, en tout cas ça allait bien quand vous avez 30 machines, mais dès que vous commencez à en avoir un peu plus, c'est plus compliqué. La deuxième version, et là c'était la pire, on avait l'inventaire dans Rudder, dans Ansible et dans OctoDNS. On avait 3 fois l'information, mais totalement différente. Aussi, reproduisez pas ça chez vous, c'est une très mauvaise idée. Et donc c'est là où on a cherché une CMDB. Bon, on l'a trouvé très rapidement, hein, parce qu'on avait déjà des vues. Donc la CMDB, c'est Configuration Management Database. Et là, on va stocker toutes les informations de configuration. Et c'est là où est arrivé Netbox, donc un logiciel open source, qui est une CMDB. Donc s'il y en a qui font du GLPI, ça y ressemble à quelque chose près, c'est juste un peu plus moderne que GLPI. Et donc Netbox, pourquoi on est parti là-dessus? Parce qu'en fait, ça nous a permis de nous connecter à nos outils qui étaient déjà existants sur notre infrastructure. C'est-à-dire que MAS venait récupérer les IP qui étaient disponibles dans Netbox, Ansible venait récupérer l'inventaire pour se connecter sur les machines et déployer l'information, OctoDNS, pour créer les enregistrements DNS, se base sur ce qu'il y a dans Netbox. Et le Netbox Agent, lui, il est installé sur chaque serveur pour remonter les IP, ce genre de choses, automatiquement, pour éviter d'avoir des choses qui disparaissent. Et on le connecte aussi à VictorMetrics pour pouvoir récupérer, par exemple, toutes les cibles qui sont scrappées par VictorMetrics, donc qui sont observées par VictorMetrics.
Et donc comme ça, on a toutes les informations dans la CMDB. Donc vous l'aurez compris, globalement, hein, les restos aiment beaucoup l'open source. Je ne dis pas le libre, parce que tout n'est pas forcément libre dans ce qu'on a. Mais globalement, voilà, ça, s'il y a un panorama rapide à faire sur toutes les technos qu'on utilise au resto, c'est bien celui-ci. Donc on a pas mal de choses, hein. Mais vous allez me dire, bon, ok, c'est très bien, tu as détaillé tout l'aspect technique, mais il n'y a pas que de la technique, on va dire, dans tout ça. Il y a bien des choses qui tournent là-dessus. Et c'est là où je vais vous parler un petit peu des services. Le premier qui a été rendu public, notamment sur ce cloud, c'est Passbolt. C'est un logiciel open source aussi, qui permet de... C'est un gestionnaire de mots de passe, équivalent à Dashlane, Bitwarden, enfin, ce genre de choses. Et si on avait fait le comparo à ce qu'on aurait pu payer éventuellement, où on nous aurait... Enfin, on a essayé de voir un peu s'il y avait différentes solutions qui étaient disponibles et s'il y avait des gens qui avaient envie de travailler avec nous sur le sujet. Ça nous aurait coûté environ 1,5 million pour tous les restos, parce que le but, c'est de fournir ce genre d'outils pour tous les utilisateurs des restos du quotidien. Donc ça aurait été 1,5 million de repas qu'on n'aurait pas pu distribuer si on avait dû passer à la caisse. Et donc là, le fait de l'héberger, le fait de s'en occuper, entre guillemets, ça nous permet d'économiser 1,5 million de repas. Pareil pour les sondes de température. Là, on a développé encore un truc maison où les sondes de température, c'est les mêmes qu'on utilise d'ailleurs pour notre salle serveur. On a 387 officielles chambres froides et chambres négatives référencées au resto. Donc c'est là où on va stocker la nourriture, les denrées, justement tout ce qui va être fruits et légumes et les produits surgelés. Et ça peut arriver que des fois on ait des coupures de courant. Donc quand on a des coupures de courant, on peut perdre la nourriture éventuellement qu'on a à l'intérieur. Ça arrive très régulièrement, sauf que c'est souvent des sommes qui vont entre 10 à 100 000 euros de denrées alimentaires quand même. Donc c'est hyper important pour nous. Et le problème, c'est que les sondes de température, nous, on avait fait des devis plein d'entreprises. Le moins cher était à 1 500, le plus cher était à 4 000. S'il avait fallu déployer ça sur rien que sur toutes les chambres froides référencées officiellement, il y en a beaucoup plus, hein, ça nous aurait coûté 6 millions de repas. Et ça, c'est par chambre froide par an. Donc c'est-à-dire que là, pour 15 balles, on a un système qui est unique pour chaque... ça coûte 15 euros par chambre froide. Mais à côté de ça, c'est un 15 euros à vie. Là, VS, 6 millions tous les ans. Donc ça, j'ai expliqué un petit peu le fonctionnement plus en détail quand j'ai parlé de Victoria-Metrix à Devoxx, parce que Victoria-Metrix, on l'utilise pour l'infrastructure et aussi pour les sondes de température. On a aussi le Wi-Fi. Comme on accueille des gens, notamment pour l'inclusion numérique, on utilise tout plein de techno open source. On a des contraintes légales, notamment, par exemple, pour enregistrer les connexions. Ça, c'est obligatoire. Tout ça, c'est pas magique, hein, il faut pouvoir l'enregistrer quelque part. On avait budgétisé la chose sur tous nos sites. Ça coûterait environ 700 000 euros en comptant le matériel, le logiciel et aussi l'hébergement des logs. Ça, c'est 700 000 euros, enfin, c'est 700 000 repas, plus exactement, qu'on a pu distribuer en plus, justement, grâce à cette plateforme de cloud. Autre petit truc, bon, lui qui a économiquement un peu moins d'intérêt, mais qui est plutôt sympa, on va dire, pour les centres de distribution notamment, et pour les antennes, c'est le fait de pouvoir afficher de l'information de manière dynamique. C'est-à-dire que dans chaque antenne départementale, vous avez un pôle communication qui vient communiquer, qui vient donner les informations qui viennent tout en haut de l'échelle, de la pyramide, à savoir l'association nationale. Il le faisait par mail, personne ne regarde les mails. Avec les écrans, les gens le regardent et l'information est passée. Donc ça, c'est si on avait dû j'ai pas compté le nombre de repas qu'on a pu économiser avec ça, parce que c'est pas vraiment hyper non plus vital. Mais par contre, si on additionne les plus de 30 autres services qui fonctionnent actuellement sur le cloud du cœur qui a été déployé, c'est quand même 12 millions de repas en plus qu'on a distribués. C'est juste énorme. Pour terminer, quelques chiffres. Donc les restos, en tout cas le cloud du cœur actuellement, c'est environ 700 VM qui tournent au quotidien. C'est un peu plus de 400 pods qui tournent aussi. On a environ 80 serveurs par AZ, même si ça tend un peu à changer. On a aussi 11 personnes qui sont actives sur le projet. Si jamais vous êtes intéressé, on recrute. Petit clin d'œil. C'est plusieurs millions d'euros économisés, mais plus exactement plusieurs millions de repas distribués en plus, ce que ce projet a permis de faire. On a une vingtaine d'entreprises qui sont partenaires de ce projet. Normalement, il y a du son.
Merci. Merci. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait cette superbe, cette superbe imitation de Coluche. C'est Ganesh2, un YouTuber, je ne sais pas si vous connaissez, qui un jour j'ai posté un tweet, qui a repris mon tweet et qui en a fait une parodie. Et j'ai jamais eu meilleure pub que ce truc-là pour le projet. Hop là, pardon, ça recommence. Bon, vous l'aurez compris, globalement, on a besoin de vous parce que ce projet il est loin d'être terminé. On a plein de projets, plein de choses ambitieuses qu'on souhaite faire, on va dire, pour le futur des restos. Et parce qu'encore une fois, ce n'est pas une association qui a pour but de disparaître, et bien au contraire, on grossit de plus en plus. Donc on a besoin de vous, parce qu'on a tous une bonne raison de s'impliquer. Je dis très souvent voilà, donc voilà. Merci pour votre écoute. Si vous voulez me laisser un feedback, vous pouvez. C'est le moment. Et si vous avez des questions, je vois qu'on a 5 minutes. Donc n'hésitez surtout pas. C'est le moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ouais. Alors, la question, c'est comment je concilie la vie pro avec l'emploi bénévole, enfin avec oui, mon bénévolat à côté, parce que c'est pas un emploi, je suis pas payé. C'est compliqué. Alors, c'était compliqué. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir télétravailler des restos pour mon travail. Donc, ce qui fait que j'arrivais très tôt le matin, je repartais très tard le soir pour pouvoir monter le premier pop, on va dire, lancer ce projet. Ça a été très très compliqué au démarrage. Maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux. On est passé de 1 à 11. Donc, c'est pas négligeable. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ça s'est fait. Alors, le premier point de présence a été fait sur 3 ans. Là, ce projet, il a 4 ans maintenant. Et c'est vraiment à partir de, enfin c'est la première fois où je l'ai présenté en conférence, c'est vraiment là en fait finalement où ça a peu changé complètement parce que justement on a eu plein d'entreprises après qui sont proposées de nous aider au resto, donc en nous filant notamment des baies en data center, ce genre de choses pour pouvoir créer le cloud de demain. Donc ça fait à peu près 4 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour les sites, pour les salles où il y a les salles serveurs, tu veux dire? Alors actuellement, c'est là où justement, quand je parlais de gros projets pour l'avenir, on passe par des liens opérateurs classiques, donc on a du Digig en fait en sortie sur certains opérateurs qui nous offrent ces lignes-là. Et là, l'idée, c'est pour nous maintenant, c'est de passer lire, donc c'est-à-dire avoir notre propre. Alors ça, c'est très technique et très réseau ce que je vais dire. Notre propre numéro d'AS, donc être notre propre opérateur d'une certaine manière, et pouvoir avoir nos propres IP et les annoncer aussi directement. Alors pourquoi on va faire ça? C'est parce qu'actuellement, tous les services, on les expose derrière quelques IP publics qu'on nous prête, mais c'est assez précaire, on va dire, comme fonctionnement. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment avoir nos ranges d'IP pour pouvoir exposer les services. Il y avait une autre question, je crois. Oui. Ouais. Alors la question c'est globalement si vous voulez nous rejoindre, quel temps ça peut prendre, c'est ça, hein, et comment on peut s'organiser. Alors il faut savoir que chaque bénévole au resto, il a son rythme particulier. Enfin chacun en fait vient accorder le temps qu'il peut accorder au resto. Il y a des gens comme moi qui passent vraiment beaucoup de temps, et il y en a d'autres qui passent un peu moins de temps. C'est pas pour autant qu'ils sont moins bien ou quoi. C'est juste que ils ont juste beaucoup moins de temps à accorder. Et au contraire, chaque aide comme ça, même qu'elle soit petite ou autre, c'est juste énorme pour les restos, hein. Toute petite aide, je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui a refondu une bonne partie du réseau. Ça n'a pas pris non plus très longtemps, mais ça a économisé 15 000 € au resto. Donc 15 000 €, c'est 15 000 repas. Et quand on réfléchit comme ça en permanence, on cherche même la petite action qu'on va mener, ça va avoir un impact énorme. Il y a une autre personne qui a bossé sur la mise en place d'un logiciel pour la gestion de flotte de véhicules, pour prévoir par exemple comment on va quand est-ce qu'on va devoir remplacer les véhicules, quels vont être les coûts récurrents. Ça fait économiser 3 millions d'euros au resto.
entre le coût du logiciel et ce que aussi ça a permis d'économiser sur l'entretien des véhicules. Donc oui, la deuxième question. Ouais. Non, alors j'ai prévu de donner le talk, ce talk-là au format 3 heures avec à l'université, enfin en université à Devox justement cette année avec mon collègue Stéphane. Il y a un des trucs en termes d'organisation qu'on bannit obligatoirement, c'est le RTFM. Enfin, on trouve ça absolument pas normal comment dire d'être pas du tout bienveillant en fait. Lorsqu'une nouvelle personne arrive, lui dire tu lis le manuel et tu te débrouilles, c'est pas enfin nous on fait pas ça. Non, justement, ouais, la documentation est hyper dense. Elle fait à peu près 170 pages. Donc c'est pour ça que le RTFM on évite parce que sinon tu te noies en fait dans la documentation. Par contre, tout est documenté, c'est-à-dire que tu vas avoir l'architecture globale, l'architecture détaillée et les runbooks et des how-to s'il y a besoin. Donc, voilà. Oui. Merci. Alors, officiellement, Alors oui, pour répéter la question, c'est est-ce qu'on va ouvrir cette infrastructure à d'autres associations? C'est mon souhait à terme, c'est aussi pour ça qu'on a autant de machines et qu'on souhaite développer le truc vraiment, c'est de pouvoir aussi aider d'autres associations à terme, mais je peux pas me lancer, enfin je peux pas dire oui tout de suite, parce que ça demande aussi, il y a pas mal de contraintes juridiques notamment sur le sujet. Oui. On a aussi beaucoup de besoins de développeurs, effectivement. Merci Steph de me le faire rappeler. On n'a pas besoin que des gens qui font de l'infra, on a aussi besoin de développeurs. Je parlais tout à l'heure du logiciel de gestion, gestion de flotte de véhicules, c'est Odoo hein, qui est utilisé derrière, donc ça, globalement je pense que tout le monde connaît. On a besoin de développeurs pour pouvoir développer certaines intégrations qui n'existent pas. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Merci Torrentech et merci à tous et à toutes.